it's now time to follow a collaborative design workshop about urban mobility revolution, sharing of public space, dynamics, tensions and perspective with La Ville E+, a workshop held in French with Joris Gaudion from La Ville E+. Après avoir découvert les vidéos de nos lauréats du Challenge X Mobility, passons maintenant à un atelier sur les mobilités urbaines. Vous le savez, le Mantec réunit 50 entreprises, de la très jeune à la multinationale, constituant un écosystème avant tout humain et ancré localement. D'ici quelques petits instants, grâce à La Ville E+, et son cofondateur Joris Gaudion, nous allons pouvoir envisager des solutions de mobilité urbaine tous ensemble dans le cadre de cet atelier collaboratif et interactif. C'est à vous de jouer, Joris. Bienvenue à tous dans cet atelier collaboratif en direct du Mans. Donc, dans le cadre de la conférence de mobilité X Mobility, j'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous accueillir avec un atelier un peu particulier, puisque nous sommes bien en direct live, mais à distance, voilà, tous, chacun dans nos entreprises et sur nos sites en raison de la crise sanitaire. Donc, je suis vraiment très heureux aujourd'hui d'accueillir un beau panel. Je souhaiterais, pour commencer, bien remercier les gens qui ont fait cet événement. Hein. D'abord, Le Mans Métropole, qui est donc une métropole française très innovante et un territoire de mobilité depuis très longtemps. Par ailleurs, le Mantec, qui est l'organisateur de cet événement, et tout particulièrement Magali Alix-Toupé, qui est directrice générale et la grande organisatrice de l'événement. Voilà, aujourd'hui, on va s'attaquer ensemble à une problématique clé dans la construction des villes durables, hein, qui est le sujet sur lequel La Ville E+ intervient en France et dans le monde. Donc, nous allons nous attaquer à la mobilité urbaine. Et donc, la question qu'on vous propose aujourd'hui de traiter avec nous, donc de manière collaborative et interactive, j'y reviendrai, c'est donc révolution des mobilités urbaines, dynamique, tension et perspective. L'idée est d'apporter une petite pierre de plus à cet édifice et à la réflexion des décideurs sur ce sujet. Voilà, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui un panel d'intervenants qui est en ligne maintenant. Je vais leur passer la parole les uns après les autres. Vous allez pouvoir découvrir qui ils sont. Vraiment, je suis très heureux que vous soyez tous parmi nous. Et donc, je passe la parole pour commencer à Laure Wagner. Laure, il me semble que tu es une spécialiste de la mobilité depuis de longues années. Je te passe la parole. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Yes. Eh bien, enchantée. Effectivement, ça fait 13 ans que je suis dans la mobilité durable et j'ai eu la chance d'être la première collaboratrice des fondateurs de Blablacar. Donc, j'ai travaillé 11 ans pour Blablacar en tant que responsable communication. Et fin 2018, j'ai eu un peu une révélation. Je me suis dit que plutôt que de faire du covoiturage à des gens qui avaient des trajets trop longs, parce que la moyenne des trajets publiés sur Blablacar, les trajets de domicile-travail, c'était 37 km. Je me suis dit qu'on avait 10 ans devant nous pour réduire de manière structurelle les trajets, parce que finalement, on s'en sortira avec la mobilité durable que si on réduit les distances, parce qu'actuellement, avec 16 km en moyenne, les trajets ne sont tout simplement pas cyclables ni marchables. Donc voilà, c'est mon challenge. Avec 1 km à pied, c'est cette vision d'un futur souhaitable où on raccourcirait les distances. Donc, je vais passer la parole maintenant à Arnaud Chéreau de Willow Urban Mobility, un expert en objets incroyables qui a bâti son entreprise sur le territoire du Mans. Oui, bonjour à tous. Permettez-moi de me présenter. Donc, Arnaud Chéreau, je suis ingénieur aéronautique de formation et j'ai commencé à développer des petits véhicules vers l'âge de 10 ans dans l'atelier de mon grand-père. Et puis, j'ai eu envie de poursuivre cette folle aventure ensuite en constituant une Dream Team avec des personnes du sport auto, des objets connectés, du photovoltaïque. Et ensemble, on a décidé de créer un rêve pour l'avenir de nos enfants. C'est celui d'un véhicule compact, urbain, solaire et connecté qui s'appelle Wello, que vous voyez ici. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu. Et voilà, c'est une aventure qui a commencé il y a 4 ans et demi à l'île de la Réunion avec 3 000 € et un container. On vient de s'installer au Mans dans un nouveau site de 300 mètres carrés. On a 500 mètres carrés là-bas et on livre nos clients grands comptes, La Poste, EDF, Enedis, ministères et collectivités, dont la ville du Mans que je salue ici pour avoir
nous avoir très bien accueillis sur le territoire avec une première commande de 2 unités et probablement plus pour la suite. On verra ça ensuite. Donc, merci à tous pour cette invitation et à tout de suite. Merci Arnaud. J'ai le plaisir d'accueillir Faiza Basini, élue à Neuilly-sur-Seine. On a un petit problème de micro, Faiza. On ne t'entend pas, oui. Ah, ça devrait être bon. Voilà, c'est parti. Merci beaucoup, Joris. Bonjour à tous. Donc, Faiza Basini, je suis conseillère municipale et chef d'entreprise à Neuilly-sur-Seine, dans le secteur de la communication et de l'événementiel. Donc, aujourd'hui, je suis ravie d'être avec vous parce que donc, je suis conseillère à Neuilly et pour nous, c'est un vrai challenge en tant qu'élus locaux de maintenir, d'améliorer notre attractivité à la fois résidentielle et économique. Et donc, du coup, c'est vraiment important pour nous la question de la mobilité dans une zone urbaine qui est très dense comme la nôtre. Voilà, donc aujourd'hui, je suis ravie de partager avec vous mon expérience d'élu, mes observations du quotidien, les remontées, ce que disent les citoyens, comment on envisage l'organisation de notre espace public et voir avec vous tous ensemble des solutions qui permettent de faire. Merci Faiza. J'ai le plaisir d'accueillir Thierry Foubert du département de Hauts-de-Seine, mais qui auparavant était en charge de la mobilité dans le bassin minier. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Donc moi, après des brefs passages chez un délégataire et en bureau d'études, donc ça fait 17 ans que je suis dans la fonction publique territoriale et donc je viens depuis début juin d'intégrer le département des Hauts-de-Seine où je suis pilote du pôle multimodal La Défense. Donc là, je traite plus des questions de multimodalité et auparavant, j'étais donc, comme le disait Joris, dans le Pas-de-Calais, dans l'autorité organisatrice de la mobilité qui couvre les agglomérations de Lens-Liévin, Hénin-Carvin et Béthune-Brouet, où je m'occupais plus des questions de mobilité, de tout ce qui était autre que le réseau de bus. Et donc, je me suis occupé de la planification, révision du PU. Donc, voilà, j'espère pouvoir contribuer à vous informer et vous apporter mes connaissances aujourd'hui. Merci Thierry. Effectivement, c'est un point très important. Le rôle des collectivités est clé dans les mobilités. On le verra au cours de cet atelier. J'ai le plaisir d'accueillir Anan Bengualou du département des Yvelines, qui est aussi élu à Croissy-Seine. Bonjour Anan. Bonjour à toutes et à tous. Merci Joris. Alors moi je suis Anan Bengualou, je suis chef de projet transport et mobilité. Je suis chargée de définir des stratégies autour de l'intermodalité et des nouvelles mobilités au sein du territoire des Yvelines. Et je pilote des projets d'infrastructures de transport linéaire, donc routière et autoroutière, d'aménagement urbain ou d'espace public et de l'aménagement autour des pôles d'échange multimodaux. Et aussi, je suis chargée de tout ce qui est expérimentation de nouvelles mobilités, que ce soit des véhicules autonomes, vélos électriques ou trottinettes électriques. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous ma vision en tant que professionnelle, mais aussi en tant qu'élue locale, parce que je suis aussi conseillère municipale à Croissy-sur-Seine, en Île-de-France et aussi dans les Yvelines. Voilà. Merci Anan. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Lucas Quinorero, qui a inventé une application magique pour la mobilité des entreprises. Bonjour Lucas. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis cofondateur de Mobility. Mobility, on est un assistant de mobilité à destination des entreprises et des collectivités. En fait, on est une application sur laquelle vous pourrez retrouver tous vos modes de transport partout en France et grâce à laquelle on va pouvoir déployer des centrales de mobilité durable qui vont permettre de promouvoir les nouveaux modes de déplacement pour chacun des besoins. Merci Lucas. Donc, on voyait qu'on a un panel très, très diversifié qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur de la mobilité, tant par les solutions avec Arnaud, Lucas et Laure, qu'au niveau de la gouvernance des territoires avec nos élus et nos experts des collectivités locales. Donc, j'espère que ça sera
un débat intéressant pour vous et tous et à toutes. Donc, quelques petits éléments d'interaction supplémentaires. Donc, notre panel va interagir en live avec des questions que je vais leur poser. Et vous pouvez, à distance, via l'application Swapcard, qui est aujourd'hui le système qui supporte l'événement X-Mobility, vous pouvez nous faire part de vos questions, remarques, suggestions via le chat. Et Antoine, dans notre équipe, se fera un plaisir de les intégrer à notre débat. D'un point de vue pratique, ce que vous allez voir à l'écran est produit sur une plateforme interactive, plateforme Miro. Et Tristan, dans notre équipe, viendra mettre à jour en live les éléments graphiques que vous verrez en fonction des interactions que nous aurons avec notre super panel et avec tous les participants qui sont derrière le chat. Donc voilà, un grand merci à tous pour toute l'énergie positive que vous allez mettre dans ce débat qui, j'en suis sûr, fera avancer d'un pas au moins cette question. Donc aujourd'hui, ce qu'on a inscrit en tête de cet événement, c'est Révolution des mobilités. Opportunités, enjeux, dynamique, tension et perspective. Alors, c'est un titre un peu long, mais tous les mots importants y sont. Aujourd'hui, on est dans un monde qui vit une réelle révolution des mobilités avec des modes de mobilité qu'on connaît depuis bien longtemps et une infinité de nouveaux modes de mobilité. Et donc, aujourd'hui, quand on a préparé cet événement avec Magali à l'X2P, on s'est dit, tiens, qu'est-ce que X-Mobility pourrait instruire, pourrait argumenter, sur quel sujet X-Mobility pourrait informer. Et on a trouvé que l'idée de l'appropriation de l'espace public et de l'arrivée de tous ces modes de mobilité serait une belle question à traiter. Donc aujourd'hui, on va poser 4 défis à notre panel et aux participants, et l'idée est d'y répondre ensemble. Premier défi, c'est quel mode de mobilité pour demain ? Deuxième défi, quels sont les enjeux du système de mobilité aujourd'hui? Troisième défi, comment améliorer l'expérience de mobilité sur l'espace public au quotidien? Et enfin, quatrième défi, quelle perspective pour une mobilité urbaine résiliente et durable? Donc, vous voyez que c'est des défis ambitieux. Je vous propose de plonger tout de suite dans le premier défi. Donc, quel mode de mobilité aujourd'hui et demain? Et donc, nous allons questionner notre panel. Je vais passer la parole tout d'abord à Thierry. Thierry, donc, toi, en tant qu'expert des collectivités locales, c'est un sujet que tu connais depuis bien longtemps. Et j'aurais aimé que tu nous donnes déjà quelques éléments d'information sur le système de transport en commun, avant qu'on appelle ça la mobilité d'ailleurs. En fait, depuis le 19e siècle, on a déjà un peu tout inventé, je pense, et les nouvelles technologies maintenant nous permettent de révolutionner la façon de se déplacer. Donc moi, je pense que ce qui est très important, c'est de travailler sur les modes lourds qui permettent de couvrir des distances conséquentes, au-delà de 10 km. Et pour les longues distances, et ensuite, pour moi, le maître mot, c'est intermodalité. Chaque mode a son avantage et son inconvénient, et donc il faut combiner les avantages et les inconvénients de chaque mode. Donc la marche à pied, les 2 roues, plus pour les déplacements inférieurs à 10 km, et ensuite passer après les modes lourds, tramway, bus. C'est ma conception du binôme gagnant, quoi, en fait. Du binôme gagnant. Alors ça, c'est un très bon point. J'aimerais passer la parole à Laure, puisque Laure, toi, tu as un tout autre regard. Donc, au-delà du système de mobilité, toi, tu regardes ceux qui induisent le flux. Est-ce que tu pourrais nous en parler? C'est ça, et j'ai oublié de vous présenter 1 km à pied tout à l'heure. Donc nous, on est un outil d'aide à la décision. On utilise le fichier RH des entreprises. Donc on a l'adresse de départ des salariés et leur adresse de travail. Et donc on est capable de calculer 100% des trajets actuels et leur report modal possible vers le vélo, vers les transports en commun. On peut voir les lignes de covoiturage à lancer.
Et surtout, quand on travaille avec une entreprise multi-site, on peut voir les différents sites, les différents salariés, et donc on peut voir les échanges de postes possibles pour rapprocher les employés de terrain de leur domicile. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, on est capable d'analyser le besoin de mobilité et de le réduire. Quand on va rapprocher un employé d'un établissement plus proche de chez lui, on ne va pas d'abord penser mode de trajet, parce que finalement, là, tout ce qui est inscrit à gauche, ce sont des modes de trajet. Mais il faut prendre un pas de recul et se dire que qu'est-ce qu'un trajet? Un trajet, finalement, c'est une équation entre trois choses. C'est effectivement une distance à parcourir, fois une fréquence à laquelle on va le parcourir, et fois un mode qu'on va choisir parmi ceux-là, effectivement. On pense souvent qu'on va pouvoir réduire la fréquence grâce au télétravail. Et du coup, là, peut-être vous vous disiez, oui, maintenant, l'enjeu, c'est plus tellement ça, c'est le télétravail pour tous. 74% des actifs français ne peuvent pas faire de télétravail. Ce sont des employés de terrain, de l'hôtellerie-restauration, de l'énergie, des transports, de la petite enfance, au contraire de la vieillesse, de la santé, du BTP, etc. Et donc, pour ces gens-là, la seule manière de réduire l'impact de leur trajet, il s'agit quand même bien de ça, on a quelques années pour stabiliser le climat, et bien là, l'enjeu, c'est de réduire la distance pour qu'ils puissent accéder à un mode moins carboné. Je rappelle qu'encore aujourd'hui, alors qu'on a cette épée de Damoclès du climat, mais aussi de crise énergétique, plus de 70% des actifs français font encore leur trajet en voiture. Donc on a effectivement un gros enjeu, ils le font en voiture parce que le trajet est trop long. Donc on peut effectivement pousser, développer des infrastructures, mais on peut aussi repenser les distances et pourquoi est-ce que les gens font 37, 40, 50 km matin et soir. Voilà. Très bien, merci Laure. Donc on voit émerger donc deux dimensions, hein, le volet système et infrastructure qu'a évoqué Thierry et le volet du besoin de mobilité que vient de détailler Laure. Alors j'aimerais passer la parole maintenant à des experts sur les solutions, notamment Anan et Lucas. Donc j'aurais aimé bien que vous nous disiez, on vous a proposé un certain nombre de modes de mobilité. Alors Lucas, toi, je crois qu'ils sont tous enrôlés derrière ton application magique. Et toi, Anan, je crois que tu en organises bien la présence sur le territoire, et notamment au niveau des hubs. Donc j'aurais aimé vous faire interagir tous les deux de manière très dynamique pour que vous nous aidiez à classer un peu ces modes-là en termes d'éco-responsabilité et d'innovation. Et donc nous, en live, on va mettre à jour ça, en se mettant dans le contexte qu'a évoqué Thierry et qu'a évoqué aussi Laure. Donc, je vous passe la parole à tous les deux en même temps et j'aimerais qu'on puisse développer un échange dynamique entre vous. Anan, je te passe la parole pour démarrer. Oui, bien sûr. Juste pour commencer, voilà, donc j'aimerais bien en fait préciser qu'aujourd'hui, comme vient de le dire Laure, c'est qu'en effet, la voiture en fait représente quand même autour de 80% des kilomètres parcourus à l'échelle nationale. Et si je prends par exemple l'exemple des Yvelines, on est quand même à 54% de la part modale qui se fait en voiture particulière. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme un mode de transport actuel, on a la voiture quand même qui domine sur le reste des modes de transport. Contrairement, par exemple, au transport en commun, ça représente 14% dans les Yvelines. Aussi, en termes de timing, donc de temps de trajet, une personne qui veut se déplacer dans les Yvelines, elle met 57 minutes jusqu'à 1 heure pour pouvoir se déplacer en transport en commun. Mais si elle prend sa voiture, en fait, elle met autour de 20 minutes. Donc, ce qui fait que le caractère, on peut dire, du territoire aussi joue un rôle. Donc, et aussi, quand on a un territoire qui est rural, on pense plus à utiliser sa voiture que faire recours à d'autres modes de transport, comme le transport en commun ou comme la marche à pied. Après, encore une fois, la marche à pied, en effet, elle est présente aussi dans les Yvelines, surtout autour des pôles d'échange multimodaux, où on trouve qu'il y a 36 à 40% d'usage, donc la part modale, des personnes qui, voilà, donc la mobilité active, donc des personnes à pied autour des pôles d'échange. Mais là, ça peut s'expliquer aussi par le fait qu'il y a aussi des gares routières qui sont à côté à proximité. Donc, les personnes prennent les bus, les autocars et ils se déplacent après le dernier kilomètre à pied. Mais voilà, donc aujourd'hui, moi, je vois que la voiture quand même reste un
un mode de transport, on peut dire, privilégié par beaucoup de personnes. En termes de solutions, voilà, donc, et de gouvernance, on peut dire, de politique publique, les solutions, en effet, c'est développer les infrastructures au niveau des grands projets ferroviaires, transport donc en commun, que ce soit aussi urbain. Là, dans les Yvelines, si je prends encore l'exemple de Eole, où c'est un projet qui est majeur et qui vient répondre à plusieurs problématiques, à la fois en matière de déplacement et aussi en termes de proximité de service. Au niveau, voilà, donc c'est proximité de service tout au long on peut dire, d'une ceinture qui traverse GPCO, donc Grand Paris Seine-et-Oise, et ça permet d'avoir d'autres aménagements autour au niveau, à la fois au niveau des gares. On se trouve aujourd'hui, on n'est plus dans on n'a plus l'état d'esprit d'avoir juste une gare avec un RER ou avec un train. On est plutôt dans un état d'esprit avec un pôle d'échange multimodal où on travaille plutôt sur l'intermodalité. Donc, à la fois, on peut trouver en effet tout ce qui est RER, train et aussi bus, et des stations de location de vélos. On peut trouver aussi des stations peut-être de location de trottinettes électriques, aussi des points d'information multiservices du tourisme. Je prends l'exemple, par exemple, de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Aujourd'hui, à proximité de la gare RER B, on a la maison du tourisme et de l'éco-mobilité. Donc, cette maison offre des services à la fois de location de vélos et aussi de véhicules, voitures autopartage. Voilà, donc c'est des solutions dans ce sens-là. Donc, c'est à la fois, il faut qu'on travaille sur les infrastructures, des grands projets, aussi permettre d'avoir une intermodalité dans les espaces d'échange multimodaux. C'est ma vision aujourd'hui, mais sans oublier que la voiture reste quand même un moyen de transport qui est privilégié par beaucoup de monde. D'accord, donc la voiture finalement, Tristan, elle devrait être, on peut peut-être certainement grossir son logo puisque ça reste un objet important dans nos mobilités. De même que les transports en commun, donc bus et les tramways quand ils y sont. J'aurais aimé, Lucas, t'entendre sur toi, ta vision, puisque toi, tu les agrèges tous dans ton offre. Tout à fait. Ben là, tous les modes présents, on les agrège à part les véhicules volants, mais ça viendra. Je rebondis un peu sur ce que Hanan disait. Effectivement, aujourd'hui, on a une vision très monomodale de nos déplacements. Les gens vont se déplacer soit en voiture, soit en transport en commun, ce qui fait qu'on a des déplacements parfois qui sont un peu incohérents avec de la voiture où il va falloir 20 minutes pour se déplacer alors qu'il va falloir 1 heure en transport en commun. Le fait d'apporter l'intermodalité permet de répondre à cette problématique en diminuant l'usage de la voiture sans nécessairement l'annuler complètement, mais on va pouvoir avoir des gens qui vont prendre leur voiture jusqu'à une station de transport ou jusqu'à une centrale de mobilité pour leur permettre ensuite de finir leur déplacement sur un autre mode. Et cette intermodalité, il y a deux choses. Il y a en effet, d'une part, un besoin d'infrastructure, mais il y a aussi un besoin d'information. Aujourd'hui, il n'y a pas d'outils qui permettent de savoir où est-ce que je dois amener ma voiture pour ensuite prendre un vélo, pour ensuite prendre un transport. C'est l'usager final qui doit construire de lui-même son propre déplacement. Ce qui est un énorme frein finalement pour celui-ci et qui fait qu'il va se déplacer avec un seul mode de transport. Donc ça, nous, on cherche à répondre à cette problématique avec Mobility et on cherche à répondre à une deuxième problématique qui effectivement se retrouve dans ce tableau. Sur Mobility, où vous allez pouvoir, on va venir inciter à l'usage des modes de transport durable grâce à un système de points qui permettent de privilégier des modes par rapport à d'autres. Donc la voiture, par exemple, ça va être 0 points, tandis que le vélo, on va être beaucoup plus élevé. Et ces points derrière sont échangeables contre des offres de partenaires ou des entreprises et collectivités partenaires. Voilà pour… Alors, donc là, on a donc un besoin de mobilité qui est évoqué par Laure, qui est tracté et qui peut donc être
affiner avec notamment une question qui nous est venue par le chat. On nous a posé une question sur la décentralisation des entreprises. Donc, je vous demande d'avoir ça en tête et je vais vous poser la question derrière. Et donc, on voit que les infrastructures, elles doivent être organisées et suivant les distances à parcourir, ce ne sont pas les mêmes, sont organisées autour de pôles avec une forte logique multimodale et intermodale, avec une recherche de cohérence et des incitations. Alors, j'aurais aimé eh bien qu'on passe au deuxième challenge ensemble, qui sont les défis pour le système de mobilité aujourd'hui. Et je vais passer la parole à Thierry, je crois, qui veut prendre la parole. Joris, est-ce que tu m'entends? Ah, ou Arnaud. Oui. Arnaud. Si tu peux. Vas-y Arnaud, je t'en prie. Merci Joris. Est-ce que tu peux revenir sur la slide précédente? Il y a 2-3 éléments qui me paraissaient importants à préciser également. Pas de problème, c'est interactif. Tout à fait, impeccable. Le premier, c'est, je suis tout à fait d'accord, je crois que c'est Thierry qui l'évoquait, sur les notions effectivement, de binôme gagnant avec des notions de massification qui sont importantes. Et sur des volets de logistique, notamment en termes de mobilité des marchandises, on voit apparaître de plus en plus des notions ou des combinaisons incluant des péniches. Et je crois que justement Thierry le soulignait au début, on a inventé déjà beaucoup de choses au 19e siècle. On les réinvente aujourd'hui et on le voit, le binôme gagnant de ces solutions tramway, péniche et solutions légères type vélo, nouvelle mobilité ou autres, je pense sont très intéressants pour nos villes aujourd'hui et pour la vie des citoyens au sens large. Comment dire, les vélos innovent énormément aujourd'hui. Et je pense que dans la façon dont le radar est fait là, sur les degrés d'éco-responsabilité et d'innovation, j'aurais remplacé certains éléments. Alors, c'est toujours modifiable, mais on voit beaucoup d'innovations qui arrivent aujourd'hui autour du vélo, au niveau de la data, au niveau de certains éléments, également pour permettre aux seniors, à la silver economy, d'être en pleine sécurité lors de déplacements en vélo avec des solutions, que ce soit triporteurs ou autres. Il y a d'autres éléments sur la partie véhicules autonomes qui sont précisés dans ce radar. J'aurais tendance à préciser que les nouvelles mobilités électriques, qui sont souvent des mobilités légères à l'instar du vélo, sont bien plus éco-responsables que des véhicules autonomes. Bertrand Piccard, il y a 1 an et demi de passage au Mans, était intervenu pour dire que ces technologies de véhicules autonomes étaient intéressantes, mais faisaient appel aussi bien à des technos utilisant des terres rares, à des technos utilisant des serveurs. Les problématiques d'éco-responsabilité vis-à-vis du digital sont de plus en plus importantes et traitées, donc il y a un vrai sujet là-dessus. Et je reprendrai également la phrase de Colin Chapman, le fondateur de Lotus, les fameuses voitures de sport anglaises, qui disait « Light is right ». Et donc sur un véhicule, et je pense encore plus un véhicule électrique, chaque gramme compte. Donc c'est important d'avoir ce binôme léger. Les modes actifs que l'on évoquait sont aussi très importants. Il y a des vrais enjeux de société d'un point de vue santé, et je pense qu'on ne l'a peut-être pas assez souligné. Et puis on y reviendra derrière. Toute la partie data est assez fondamentale parce que ces mobilités multimodales doivent être clairement sans couture pour la suite, pour permettre des transports simples, que ce soit marche, vélo, nouvelle mobilité, tramway ou autre. Et ce sera vraiment un des enjeux pour la suite. Et on a quelques intervenants qui maîtrisent ces sujets-là, je crois. Donc, on a une très belle transition finalement vers le deuxième défi qu'on vous posait. C'est une fois qu'on a posé donc, ces grandes questions, donc merci Arnaud, hein, sur le système de mobilité, le besoin de mobilité, le besoin d'information, cet usager qui bâtit lui-même son propre trajet, et puis toute cette logique d'organisation des mobilités avec des hubs et des offres multimodales et des systèmes intermodaux. J'aurais aimé vous relancer donc, sur un deuxième défi donc, qui sont un peu les études d'aujourd'hui, le système de mobilité, force, faiblesse, opportunité, menace. Donc l'idée, c'est que j'aurais bien aimé tendre la parole à Faiza Basini, donc en tant qu'élue qui n'est pas une spécialiste de la mobilité, mais par contre qui l'observe au quotidien dans sa ville de Neuilly. Faiza, quand tu vois ces propositions, qu'est-ce que tu vois, toi, comme force aujourd'hui du système? En termes en tout cas, de mobilité aujourd'hui, alors ce qui est intéressant, en tout cas je parle pour la ville que je connais, c'est qu'on est vraiment sur une configuration un peu duale, dans le sens où on a un besoin formulé par les entreprises, par exemple la mobilité, les volontaires, mais également un besoin formulé par les résidents, donc c'est plus loisir. Alors l'intérêt chez nous, c'est qu'on est vraiment une commune
vers le point fort et l'accessibilité, mais en même temps avec des résidents qui sont très organisés en termes de cadre de vie. Et donc, en même temps, ils demandent vraiment une forte appétence pour tout ce qui est mobilité. Et en même temps, ils veulent préserver l'usage de la voiture individuelle. Donc, il faut un petit peu faire avec tout ça en même temps. Et donc, c'est important, ce qui m'interpelle, voilà, dans ce que la salle de risque, c'est toute la partie gérer ces espaces publics et politique de hub, où on rentre surtout la gouvernance, la consultation. Donc, on est vraiment sur un schéma de plutôt une solution qui puisse faire en sorte que Faiza, on t'entend pas bien. Si tu peux te rapprocher de ton micro. est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, Oui. oui, on entend mieux. Oui. Sinon, je vais mettre un. Non, c'est bon, là maintenant, c'est bon, Faiza. C'est parfait, très bien. Oui, Donc les hubs, c'est des opportunités, besoin de mobilité, donc qui est une potentielle menace en fait sur le système, puisque ce besoin augmente énormément. Quels sont les atouts que tu vois, toi, Faiza, vraiment? Les atouts, c'est que là, on est dans une phase de construction de nouveaux projets. Donc, je pense que ça peut justement être le moyen de permettre l'existence de ces hubs. Donc, on est sur le projet des allées de Neuilly, de nouveaux parkings, la volonté également de la municipalité d'introduire des bornes de voitures électriques, un certain effort sur tout ce qui est réseau cyclable. Donc, je pense que c'est intéressant d'avoir ce levier-là d'un nouveau projet, les allées de Neuilly, pour garantir ce hub, mais concilier en même temps voilà, cette demande des résidents et également pouvoir construire voilà, cette proposition d'intermodalité autour des stations de métro, de l'arrivée des halls qu'on a actuellement. Donc, plutôt que d'entraîner des tensions, travailler justement à ce que l'on réussisse ce challenge d'intermodalité en ce moment avec ces nouveaux projets. Donc, on a noté donc, ta proposition sur la demande des résidents comme une opportunité. J'aurais aimé tendre la parole à Anan. Oui. Anan, toi, quand tu vois ces propositions, qu'est-ce que tu vois comme atout ou comme faiblesse du système? Alors, donc voilà, donc c'est les positions qui sont à gauche, c'est ça? Ok. Du coup, donc moi, moi, je pense déjà en force, j'aurais souhaité avoir sur cette liste-là tout ce qui est en lien avec nos sites, on peut dire les sites de recherche et d'industrie et d'offres de services que nous avons aujourd'hui sur nos territoires. Parce que ça représente quand même une force. Après, peut-être que ce n'est pas dans tous les territoires, mais je vois par exemple dans le territoire des Yvelines, cette force d'avoir des sites de recherche ou d'expérimentation comme le site Satori où on avait Decom, donc, qui est donc en lien avec l'expérimentation des véhicules décarbonés connectés et sa mobilité. Il y a aussi, donc, on peut parler aussi du site de Satori, de Paris-Saclay. Donc, il y a différents, ou bien tout simplement Guyancourt avec tout le panel de recherche et d'industrie autour des véhicules et de la voiture. Donc, ça, j'aurais aimé avoir ça en force. Voilà, tout à fait. Après, donc, en termes de faiblesse, je vois aujourd'hui qu'il y a, comme il l'avait souligné, je pense, Lucas, c'est la faiblesse qu'on a aujourd'hui, c'est l'information. En fait, en effet, il n'y a pas de connexion entre les différents secteurs, on peut dire, de services, de l'offre de transport. Donc, ce qui pose problème aujourd'hui, donc d'où la volonté derrière, on peut dire, l'opportunité de développer le MAS. Donc, le MAS, donc, c'est pour un petit peu regrouper toutes les solutions de transport et de mobilité pour qu'on puisse se déplacer d'un point A à un point B sereinement et qu'on puisse être informé en temps réel. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le MAS, c'est Mobility as a Service. Et donc, ça me fait une très, très bonne connexion avec Lucas, puisque Lucas, c'est un peu du MAS que tu fais, toi. Tout à fait, c'est du MAS. Alors, moi, je dirais que sur la partie plan mobilité entreprise, ça serait à la fois une opportunité et une faiblesse. Opportunité parce qu'il ne faut pas oublier que une grande partie des déplacements des gens sont dus au fait de devoir se rendre au travail. Et en même temps, une faiblesse parce que donc, les plans de mobilité entreprise sont obligatoires pour les boîtes de plus de 100 personnes depuis le 1er janvier 2018. Et malgré ça,
on a à peine une dizaine de pourcents d'entreprises qui se sont lancées. J'ajouterai dans les mots deux choses quand même. La LOM, la loi d'orientation des mobilités, donc tout ce qui va être réglementation, qui pour moi est une opportunité parce qu'elle permet notamment de pouvoir mettre en place tout ce qui va être FMD, donc le forfait mobilité durable, hein, qui va permettre d'inciter financièrement les collaborateurs à l'usage de nouveaux modes de déplacement. C'est pour moi une grande avancée. Et pour finir, c'est-à-dire sur ma contribution pour laisser la parole à d'autres personnes, je mettrai l'intermodalité qui est aujourd'hui une faiblesse, hein, par manque d'informations, par manque d'infrastructures, et qui est une opportunité pour la suite et pour une mobilité sans couture sur tout le territoire. Si je peux juste me permettre, en fait, pour juste compléter, donc parce qu'au niveau des opportunités, il me restait en fait la partie gouvernance et financement. Donc aujourd'hui, on peut dire que la gouvernance actuelle aussi présente une opportunité, que ce soit à l'échelle de la région, à l'échelle, moi je prends l'exemple du département des Yvelines, où le département des Yvelines se lance dans une démarche volontariste pour pouvoir, par exemple, accompagner les intercommunalités et les communes dans leur projet de développement de nouvelles mobilités, à la fois par un appui technique et financier. Et aussi le financement par tous les instruments existants, que ce soit à l'échelle française, donc à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne. Donc ça, c'est un... Alors, on a eu, Anna, il y en a eu deux interventions dans le chat. Il nous a été mentionné que pourquoi est-ce qu'on ne parlait pas de décentralisation des entreprises? Donc, je pense à ce stade, ça serait finalement l'hyperconcentration, ça serait certainement une forme de faiblesse du système. Et puis, deuxième contribution qui est arrivée par le chat, ça nous a été mentionné, et là-dessus, je veux bien vous entendre, peut-être Faiza. On nous dit force, la volonté des élus. C'est identifié comme une force par Alexandre Gros sur le chat. C'est à la fois, je pense, force et faiblesse parfois, parce que cette volonté des élus, le portage politique d'un projet de transport, de nouvelle mobilité, c'est pas le même d'un territoire à un autre. Donc ça peut à la fois être une faiblesse parce qu'il y a un territoire faute au manque de moyens financiers et aussi humains pour pouvoir monter des dossiers financiers pour financer tel projet de mobilité et aussi travailler sur ces sujets, donc qui ne pourra pas en fait développer ces nouvelles solutions. Donc ça pourrait être aussi en fait une faiblesse. Après, encore une fois, donc en termes de force, oui, quand une ville qui a les moyens de financer son projet et aussi il y a une connaissance des dispositifs de financement qui existent, oui, ça peut être une force. Donc voilà, on peut dire, je reste mitigée sur les deux parce qu'en fait, c'est à la fois, ça peut être en force et en faiblesse. Très bien, j'aimerais passer la parole à Thierry. Thierry, donc toi, avec toute l'expérience que tu as. Par rapport à la volonté des Faiza, je élus. t'en prie. Pardon, une petite minute. Donc voilà, par rapport à la volonté des élus, effectivement, elle est importante parce qu'on est un peu le tampon entre les associations, les usagers et puis les élus locaux. Typiquement, on l'a vu dans le cadre du plan vélo pendant la période de confinement. Et puis, il y a vraiment une volonté régionale du gouvernement à impulser l'usage du vélo. Et là, on s'en est vraiment fait des défenseurs, nous élus locaux, et puis notamment on véhicule la demande importante, par exemple, de pérenniser les coronapistes qu'on a par les usagers et les associations vélo de nos villes. Également, nous avons eu, peut-être que les personnes qui sont sur ce chat, peut-être qu'il y en a certaines qui sont impliquées sur ce projet, par exemple, de passerelle dédiée aux mobilités douces entre la Défense et l'avenue Charles de Gaulle, où clairement, moi en tout cas, je milite pour qu'il y ait une volonté et une implication de la ville, que ce soit dans la phase d'études, de concertation et d'exécution relatif à ce projet ou à tout projet qui facilite les mobilités douces. Donc clairement, les élus locaux ont un rôle à jouer, que ce soit au niveau des conseils municipaux, là je parle de mon territoire, de pôle, donc des intercos ou régionales de la région.
Super. Alors ça, effectivement, c'est un très bon point. Thierry, est-ce que tu pourrais nous apporter un avis peut-être un peu technique sur le côté déclinaison de cette volonté de l'élu en projet concret dans le territoire? Mais ça dépend comme disait Anan, bien entendu, tout dépend du territoire et de la volonté des élus. Je suis passé d'un monde, je suis passé d'un territoire du Pas-de-Calais où en fait on travaillait, en fait, on essayait de concilier un peu la chèvre et le chou au niveau politique, en essayant d'avoir à la fois une politique transport, mais sans vouloir, sans embêter trop les automobilistes électeurs. Donc, oui, c'est un travail de funambule de la part des politiques. Donc, dans le Pas-de-Calais, on a développé un projet de BHNS avec 6 lignes d'un coup et donc malheureusement on n'a pas pu placer les pistes cyclables alors qu'on a fait des gros travaux et théoriquement la loi LOR de 96, donc qui a 24 ans, nous oblige dès qu'on fait des travaux de voirie à mettre des pistes cyclables, et ben malheureusement sur la principale ligne, on n'a pas pu le faire. Et donc, parce que si on faisait des pistes cyclables, il fallait prendre la place à l'automobile et enlever du stationnement. Donc c'est des sujets très compliqués là, sur lesquels vous me sollicitez. Et malheureusement, j'ai pas trop de. À contrario, je viens d'arriver dans un département dans les Hauts-de-Seine où selon la loi NOTRe, maintenant on n'a plus la compétence transport, mais le département est hyper actif en mobilité, il finance des lignes de tramway et il dépense annuellement ce qu'on a dépensé dans le Pas-de-Calais pour faire un BHNS. Donc il faut vraiment regarder au cas par cas et on ne peut pas faire de généralité sur les questions de mobilité. Oui, c'est un point très fort que tu avais fait ressortir lors de notre préparation. Et effectivement, il y a une vraie différence entre déjà des territoires très riches et des territoires moins dotés, et puis effectivement des territoires qui ont vraiment besoin de la voiture quand ils sont notamment assez détendus avec des polarités et des zones rurales. Anan, tu voulais faire une dernière remarque sur cette partie-là ? Oui, tout à fait. Donc, je rejoins ce qui vient d'être évoqué par Thierry et aussi pour compléter. Donc, encore une fois, donc c'est du point de vue gouvernance, ce qui pourrait être une faiblesse aujourd'hui, c'est le millefeuille qu'on a aujourd'hui de gouvernance qui est vraiment qui ne permet pas d'avoir une visibilité de qui fait quoi. Donc, au niveau de la répartition des compétences, comme vient de l'évoquer en fait Thierry. En effet, la compétence transport, normalement, c'est à la région. La région qui est chef de file avec l'AOM, l'autorité organisatrice des mobilités, qui est Île-de-France Mobilité. Sauf que les départements aujourd'hui se trouvent dans une position, ils peuvent aussi financer dans le cadre de plans État-région des grands projets d'infrastructure comme EOL, comme la ligne T13, comme plusieurs projets d'infrastructure, mais aussi en financement dans le cadre de démarches volontaristes. Mais en fait, les communes et les intercommunalités n'ont pas cette connaissance, on peut dire, de cette gouvernance. Donc, ce qui fait que même pour développer un projet, une commune ou un maire ou un adjoint au maire a des difficultés pour cibler telle institution ou tel organisme. Donc ça, c'est ça aujourd'hui, je pense, le problème qui persiste depuis des années, donc et ça pourrait peut-être se régler avec la restructuration peut-être de l'administration publique et une meilleure répartition des compétences. D'accord. Tout à ajouter, Joris, rapidement. Un point à ajouter également. Laure, effectivement, et Arnaud, j'aimerais vous entendre, et puis après, on passe au troisième atelier. J'aurais mis la décentralisation. Moi, si on entend décentralisation en dehors de Paris, oui, bien sûr, mais par contre, que chaque entreprise, dans les villes où elles seront, qu'elles soient au contraire centralisées. Parce que le fait que les entreprises soient vraiment concentrées les unes à côté des autres dans des zones d'activité, ça permet le covoiturage et ça permet d'avoir des lignes de transport qui se concentrent à un endroit. Si on est dans l'étalement en périphérie de ville, un peu partout,
moi, je connais plein de cas où les gens ne peuvent pas covoiturer parce qu'il y a 10 minutes de marche entre chaque entreprise. Les distances, évidemment, sont des menaces. En force, en opportunité, les plans de mobilité, je les mettrais quand même en force parce que vraiment, je suis hors du principe qu'on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Là, actuellement, les entreprises n'ont aucune idée d'où viennent leurs salariés. Elles sont capables de vous dire le salaire moyen des salariés, mais pas de vous dire la distance moyenne. Donc, il manque, ce qu'on mettrait en faiblesse, c'est le manque d'obligation. Les plans de mobilité actuellement ne sont pas assez obligatoires. En fait, il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de contraintes financières, il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de registre des entreprises qui l'ont fait ou pas. Le télétravail, je le mettrais, attention, en opportunité pour le quart des actifs français qui peuvent le faire, mais aussi, attention, en menace, parce qu'il y a énormément d'effets rebonds. Il peut y avoir un exode urbain énorme avec le télétravail, et avec des gens qui vont s'installer en province, prendre une voiture, faire des kilomètres, voire même prendre l'avion 2 fois par mois pour aller à Paris, donc attention. Et puis en menace, on n'en a quand même pas parlé ici, mais menace énorme, le climat. Je rappelle qu'on doit réduire de 45% les émissions de CO2 de l'humanité avant 2030 pour stabiliser le climat, avant de passer des effets irréversibles qui menacent l'humanité. Et l'énergie, ça y est, on a passé le pic de pétrole en 2008, de pétrole conventionnel. Et donc, en menace, on a quand même une crise énergétique qui est annoncée là, pour entre 2025 et 2030. On n'a pas de pétrole en France, on l'importe. Donc, à partir du moment où il y en aura moins qui sortira et où la demande est plus forte que l'offre, attention, en France, on n'a pas de pétrole, il faut qu'on ait des idées. Et j'espère que le rapprochement du métier de travail en fait partie. Voilà pour ma contribution. Et par rapport ça défile à fond la caisse. Arnaud, vas-y de manière directe. De manière directe, il y a quand même un point qui me paraît essentiel de souligner, c'est ce que l'on fait aujourd'hui. On le fait en partie pour nous, mais on le fait surtout sur nos enfants. On est quand même à un tournant assez historique sur la façon de réinventer la ville de demain. Chez Wello, on partage tous une vision. On a fait grandir rapidement l'équipe ces dernières semaines avec 7 nouvelles personnes qu'on intègre parce qu'ils partagent cette vision d'une ville végétale et durable. C'est important qu'on mise à la fois sur de la technologie, des nouvelles solutions, de la concertation bien évidemment, mais sur des notions de quelle est la ville que l'on veut pour demain. En termes de force, un point qui est essentiel, comme on dit dans le monde de l'entreprise, c'est la notion de capitaliser sur ses acquis. Il y a du foncier urbain qui est disponible. Et comme le dit Elon Musk, on construit les villes en 3D, mais par contre les voies de circulation en 2D. Donc forcément, on arrive à saturation à un moment. Donc en attendant les véhicules volants ou des tunnels de partout pour circuler sous nos villes, l'optimisation de ce foncier urbain passe par les nouvelles solutions de mobilité qui limitent l'impact sur ce foncier urbain disponible. Et ça, je pense que c'est une vraie opportunité aujourd'hui. Ensuite, il y a un deuxième point qui est les notions d'énergie. Tout ça, ça nécessite de l'énergie. La ville du Mans et d'autres acteurs misent fortement également sur l'hydrogène et c'est très bien. Il y a des notions de mobilité électrique qui sont fondamentales aussi. Par contre, il est important de rappeler que ces énergies doivent être décarbonées. On a fait différentes études avec l'ADEME qui permettent de montrer, et Renault, dans une intervention, l'avait souligné, que sur une citadine électrique, on est loin d'être zéro CO2. On tourne en intégrant les émissions carbone grises autour des 87-90 grammes de CO2 avec la fabrication de la batterie et autres. 90 grammes de CO2 par kilomètre. Donc il faut l'intégrer dans son analyse également. D'où le besoin d'énergie décarbonée pour alimenter ces nouvelles mobilités. Je voulais insister sur un point qui n'a pas été mis, effectivement, qu'on voit sur la gauche et qui est essentiel dans le fait de réinventer cette ville de demain, c'est la notion d'inclusion. La ville de demain que l'on veut, c'est une ville plus durable, plus agréable pour ses citoyens, pour nos enfants, mais on veut également que toute personne ait sa chance et la capacité à se déplacer. Et donc, cette notion de travail collaboratif avec des acteurs de l'insertion, comme on le fait avec un chantier d'insertion sur l'assemblage des Wello. C'est quelque chose qui me paraît fondamental. Il y a un événement qui est très important tous les 2 ans au niveau européen, c'est l'état de l'art de la recherche en matière de transport avec des acteurs mondiaux qui viennent. C'était à Vienne il y a 2 ans. Et du coup, avec le corona, la session 2020 a été décalée, mais je vous invite à suivre le TRA, Transport Research Arena. Un des acteurs disait « Social is the new green ». Le green, maintenant, le durable, c'est acté. On a pris le pli, tout le monde est en avant dans ces solutions. On a encore beaucoup de travail à faire, mais la nouvelle étape maintenant, c'est l'inclusion. Avoir une planète que l'on préserve, mais faire en sorte que les gens ne se tapent pas dessus et que chacun puisse trouver sa place dans notre société.
Et puis, deux derniers points essentiels que je voyais, c'était aussi le fait, on parlait de concertation des différents acteurs. Toutes ces nouvelles mobilités ont aussi des impacts sur les personnes qui y travaillent, les commerçants, les artisans. On le voit beaucoup et des grands comptes nous interpellent sur leurs besoins de nouvelles solutions pour remplacer la voiture sur des centres-villes qui deviennent piétons, d'où les besoins de mobilité type cargo. Ils ont un besoin d'efficacité opérationnelle et économique que l'on doit préserver. Et donc, voilà, pour terminer, je pense que c'est à nouveau une opportunité, mais également une menace qu'il faut prendre en compte sur des notions de concertation et, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, une notion potentiellement de customisation en fonction de chaque territoire qui doit s'approprier ces nouvelles façons de se déplacer avec les différents acteurs autour de la table. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en cours aujourd'hui là-dessus, donc c'est très bien. Alors, il nous reste 15 minutes. Je vous propose de passer à fond la caisse dans le troisième défi, qui est sur l'expérience de mobilité au quotidien. Alors, on vous a proposé 4 situations. Donc, vous nous avez dit vraiment des choses passionnantes hein, sur les 2 premiers défis. J'aurais aimé que celui-là, on le fasse un peu rapidement. Et donc, je vais vous lancer la parole à chacun. Je vais vous demander d'être rapide. Sur le côté, on vous a proposé donc la famille, le cycliste du quotidien, la personne qui utilise sa voiture, celui qui fait des transports en commun et celui qui se déplace en mobilité un peu nouvelle. J'aurais bien aimé que dans le désordre, hein, vous exprimiez chacun sur ces situations de mobilité. Vous en prenez 1, 2 ou 3 et vous nous dites, tiens, moi, ça, je pense que c'est un gros problème. Par exemple, je vais tendre la parole à Lucas. Toi, quand tu vois ces situations de mobilité, tu te dis, tiens, laquelle est un problème, par exemple? Les 2 du milieu sûr. Donc, à la fois, le fait qu'on puisse avoir des infrastructures sous-dimensionnées ou alors surdimensionnées, parce que là, on voit une piste cyclable qui n'est pas utilisée et une piste de voiture qui au contraire, est complètement bouchée. Et sur la troisième vignette, le fait qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un problème qu'on voit beaucoup dans les grosses villes, hein, le fait qu'il n'y a pas la place de faire correctement ces livraisons. Et ensuite, je dirais, alors sur la dernière, je serais mitigé pour les 4 pour plusieurs raisons, parce que alors, il y a l'intérêt d'avoir un partage de la voirie, certes. Par contre, c'est des situations qu'on voit comme ça avec des vélos, des trottinettes, des voitures qui peuvent être dangereuses, stressantes et encore plus compliquées lorsqu'on a des problématiques de météo, par exemple. D'accord. J'aurais voulu tendre la parole à Laure. Toi, Laure, quand tu vois ces situations de mobilité qui sont fortement chargées par les trajets domicile-travail, qu'est-ce que ça t'inspire on voit que tes futurs héros du quotidien qui sont en pleine livraison et ceux qui demain font 1 kilomètre à pied se partagent la voie avec plein d'autres personnes. Alors déjà, j'ai juste une remarque, c'est qu'il y a 4 situations en ville. Or, c'est loin d'être la réalité. Hein. Il y a tellement des situations de mobilité qu'on doit changer qu'en fait, on a eu du mal à faire le choix, mais c'est très juste. Ouais. Non, après, on s'appelle 1 kilomètre à pied, mais on est loin de faire que de la marche. C'est sûr que pour favoriser les trajets à pied, puisqu'on en est là, il faut éviter les tunnels pas éclairés, les zones un peu glauques qui font peur, etc. Mais oui, non, j'ai pas de remarque particulière. Si, le covoiturage quand même, vu que j'ai quand même 11 ans d'expérience dans le covoiturage, mais du coup c'est plus en zone périurbaine. Il faut effectivement des zones de pick-up pour que les gens aient puis de se garer pour se retrouver à plusieurs voitures. Parce que sans ça, effectivement, c'est compliqué. Donc il y a des zones en France qui se sont créées comme ça où les gens se retrouvaient grâce à Blablacar et où les départements après faisaient des enquêtes de terrain en disant mais pourquoi vous vous retrouvez là? Qu'est-ce que c'est ce parking sauvage là? Et les gens disaient on s'organise sur Blablacar et du coup on se gare ici parce qu'il n'y a rien d'autre. Et donc après ça, les départements ont construit des parkings plus sécurisés, des aires de covoiturage. Voilà. D'accord. Donc en fait, je dirais
ça va me donner l'occasion, Laure, de sauter sur le 4e défi, puisqu'on manque de temps malheureusement. On a beaucoup débattu. Et donc, je voudrais prendre au vol ta proposition sur les zones de pick-up de covoiturage pour te redonner encore un petit peu la parole sur les perspectives et que donc tu nous donnes un peu ton mix parfait dans l'environnement. Bon, Donc, globalement, et la ville. Globalement, si on prend les chiffres actuels et qu'on a bien en tête que plus de 70% des actifs français font leur trajet en voiture, le mode évident, le plus immédiat pour convertir, parce qu'ils sont souvent seuls en voiture, hein, évidemment, quand on dit en voiture, c'est en voiture seule, c'est le covoiturage. C'est plus facile de passer de la voiture au covoiturage que de la voiture au vélo, surtout quand on fait 40 km. Donc évidemment, penser covoiturage à fond, ça doit être un pilier de tous les plans de mobilité. Et comme tout est construit pour la voiture, voilà, faut vraiment tout penser maintenant covoiturage. Et ensuite, pour ceux qui ont la chance de faire des distances plus petites, parce que je ne sais pas si vous avez en tête, mais un trajet à vélo, surtout quand on n'est pas sportif et qu'on n'est pas déjà cycliste chevronné à ce jour et qu'on cherche à faire du report modal, c'est en gros 6 km, parce que 6 km, ça va être une demi-heure en y allant pépère. Il y a peu de gens en fait qui ont des trajets inférieurs à 6 km. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut bien penser au système covoiturage un peu partout. C'est Je bon, vois ça pas donne trop les déjà des différences premiers entre les éléments. classes en fait, là, ce qu'on est en train de faire. Ah oui, pardon, rural, urbain. Ouais. Centre-ville, je dirais non, au contraire, centre-ville, du coup, on empêche la voiture de rentrer. Je dirais au contraire, d'enlever les visuels de voiture et on fait des hubs en entrée de ville. Où justement les automobilistes pourraient se garer et finir par contre sans couture effectivement pour finir les derniers kilomètres en trottinette, en transport, à pied, tapis roulant. D'accord. Alors Thierry, Je est-ce le que c'est mettrai entre les possible deux. Est-ce que c'est possible de Hein, le faire hub, je le ces mettrai entre les fameux deux. hubs Voilà. quand tu C'est vois, possible, tout est possible, hein, tout est réalisable, comme disait la publicité. Après, il suffit d'avoir la volonté et les financements, mais rien n'est impossible. D'accord. Aujourd'hui, quand toi tu gères donc le hub de la Défense, les principaux reports modaux que tu vois, toi, donc sur cet énorme hub, c'est vraiment le plus gros de France. Ouais, même d'Europe. En fait, en fait, à la Défense, il y a autant de monde qui viennent pour travailler, parce qu'il y a 180 000 salariés à la Défense, que de gens qui utilisent le pôle pour passer d'un mode à l'autre et rejoindre. En fait, le passage au pôle est indispensable dans leur déplacement, mais ils n'ont rien à faire à la Défense, en fait. Enfin, c'est les chiffres qu'on. En 2015, la DRIEA, dans les services de l'État, ont fait une enquête et donc on a vu ça. Donc la moitié des gens qui viennent au pôle de la Défense viennent pour travailler, l'autre moitié viennent pour faire une correspondance, pour rejoindre un autre lieu en Île-de-France. D'accord. Alors ça, j'aurais bien aimé. Vas-y, oui. Ouais, moi, personnellement, pour mon mix idéal, c'est bien entendu d'avoir des modes les plus décarbonés possibles. Et ensuite de jouer sur l'intermodalité. Donc, comme on a dit, on a parlé covoiturage parce qu'en fait, par exemple, il y a l'enquête Global Transport, là, qui est les résultats partiels de 2018, qui a prouvé quand même que 74% des déplacements en Île-de-France font moins de 5 km. Et donc, 5 km, c'est pile poil le vélo sans assistance électrique. Et avec le vélo assistance électrique, on peut doubler en fait la distance. Donc moi je pense que le vélo il faut le développer partout, que ce soit le rural, le périurbain, les faubourgs urbains. Et ensuite il faut le lier à des modes plus capacitaires de massification, donc ce que je vous disais au début, RER ou TER en province. Et d'ailleurs, quand j'étais sur Béthune, Lens, ce qu'on avait fait, il y a aussi une solution pour faciliter ça, c'est de faire de l'intégration tarifaire, c'est-à-dire de pouvoir utiliser, faire comme la carte Orange en Île-de-France, ça se développe de plus en plus en région, c'est de pouvoir prendre des modes lourds qui sont gérés par la région, qui ne sont pas de la compétence de l'AOM, et avec un titre bus, donc c'est des conventions à signer
autorité organisatrice en fait. D'accord. Alors, j'aurais aimé maintenant conclure le dernier défi en vous passant la parole les uns après les autres. Donc, Lucas, je te passe la parole. Oui. Alors, sur le défi, j'ajouterais donc le vélo, oui, partout. Alors, vélo électrique sur la partie rurale, je pense que le vélo seul, c'est pas, enfin, mécanique, la force de ses jambes uniquement, c'est pas ce qu'il y a de plus adapté. Faut pas oublier, certes, il y a énormément de déplacements qui font moins de 5 km. Il y a un manque, par contre, immense d'infrastructures. Parce que si le déplacement de 5 km, il doit se faire sur une voie rapide à vélo, c'est absolument pas possible. Et nous, on a pas mal d'entreprises qui souhaitent promouvoir le vélo, sauf que lorsqu'on fait une étude autour de chez eux, il n'y a pas de piste cyclable, il n'y a pas d'infrastructure. Et en fait, le déplacement, certes, il pourrait être fait en vélo, mais il est trop dangereux pour pouvoir inciter les gens à le faire. Donc, au-delà de promouvoir finalement certains modes de transport qui, je pense, sont les bons modes de transport à promouvoir sur le graphe qu'on est en train de faire, il ne faut pas oublier qu'il y a un besoin crucial d'infrastructures sur une grande partie du territoire pour pouvoir mettre en place ces modes. Très bien. Alors, on va faire la conclusion sur ce dernier défi et je vous passe donc tous la parole. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais passer la parole à Hanan. Alors, donc, pour conclure, voilà, donc, sur ce 4e défi, donc, voilà, pour ma part, donc, en effet, donc, il faut développer le vélo, mais en sécurisant les cheminements, donc, à la fois que ce soit dans le rural, périurbain et aussi en centre-ville, et qu'il y ait vraiment une continuité dans ces cheminements et les itinéraires vélo en concertation avec les différents acteurs publics et aussi privés, que ce soit des entreprises, que ce soit des collectivités locales ou des institutions qui sont amenées à prendre des décisions. Par contre, voilà, en centre-ville, j'aimerais bien qu'on mette l'accent sur les ZFE, donc les zones à faible émission, où l'idée, c'est bien réglementer tout ce qui est logistique urbaine et aussi l'accès aux véhicules propres au centre-ville sans interdire définitivement peut-être l'accès aux voitures. Voilà. Très bien. Écoutez, on m'informe qu'on a consommé notre temps. Je vous remercie vraiment tous pour vos superbes contributions. Donc, cet atelier a été organisé donc, sur X-Mobility en partenariat donc, avec le Mantec. Et on est vraiment très, très heureux de tout le contenu qui a été bâti. Et merci aussi à tous les gens qui ont posté des messages dans le chat. C'était vraiment génial. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et une bonne fin de conférence X-Mobility. Merci à tout le panel. Je n'ai pas le temps de vous passer la parole, mais vraiment, le cœur y est. À très vite et merci à tous. À bientôt. À très bientôt. Merci, Joris. Merci à tout le monde. Bravo à X-Mobility. Bravo. Bravo.